Nous avançons sur les rails posés par la biologie. Un postulat troublant est mis en avant par la science contemporaine. Le christianisme ainsi que notre société actuelle affirment notre liberté et notre dignité en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Mais les neurosciences et la génétique proposent des hypothèses bien différentes. Et si nous n'étions que des machines génétiquement programmées pour survivre? De simples ordinateurs faits de chair et d'os. Et si nos actions étaient uniquement dictées par nos neurones et notre ADN? Aujourd'hui, il est nécessaire que la science et la foi se penchent de nouveau sur la question de ce qui est à la base de notre humanité. L'origine de notre univers et de la vie est au cœur de notre histoire. Mais l'origine de notre identité aussi. Autrefois, les chercheurs se concentraient sur l'exploration du monde extérieur. Aujourd'hui, les neurosciences dressent la carte du cerveau humain. Certains scientifiques estiment que les résultats de ces recherches sont sans appel. Alors que pour les croyants, les êtres humains sont libres, les réductionnistes pensent que cette liberté n'est qu'une illusion. Selon eux, le libre arbitre et la conscience ne correspondent à rien de réel. Nous avançons sur les rails déterminés par notre corps et notre cerveau. Même un neurobiologiste chrétien est obligé de le reconnaître. Nous savons par exemple que si certaines parties du cerveau sont endommagées, alors des éléments de notre vie mentale cesseront d'exister et ne pourront jamais être reconstruits. Nous savons que si nous activons artificiellement certaines parties du cerveau par stimulation électrique, nous pouvons en fait produire des images, des sons, des pensées et des souvenirs. Nous savons que nous sommes capables d'activer de façon artificielle d'autres zones du cerveau et même de provoquer des sensations telles que la tristesse ou la colère. Cela veut dire que même nos émotions sont enracinées dans la biologie de notre cerveau. Même lorsque je suis à l'église et que je vis une expérience religieuse, certaines parties de mon cerveau sont clairement à l'œuvre. Au cours des 10 dernières années, l'imagerie cérébrale a permis d'identifier et d'enregistrer une activité neuronale spécifique chez les croyants lorsqu'ils prient. Ces découvertes ont débouché sur une nouvelle hypothèse particulièrement troublante. Et si l'expérience spirituelle n'existait qu'à l'intérieur de nos crânes? Et si Dieu ne nous avait pas créés? Et si c'était nous qui l'avions créé? Le Dr Alasdair Coles est neurologue à l'hôpital d'Addenbrooke's de Cambridge. Il a étudié les relations entre l'activité cérébrale et la croyance religieuse. Les êtres humains vivent des expériences spirituelles depuis des siècles, et celles-ci ont reçu des interprétations diverses et variées au fil des années. Il est clair que certains croient qu'ils rencontrent réellement Dieu ou le divin. À l'autre extrême se trouvent ceux qui disent que ces expériences ne sont rien d'autre que des épiphénomènes, les effets secondaires d'un cerveau actif, et que ces expériences ne correspondent à rien. En dehors du cerveau, elles n'ont aucune valeur. Mais au fond, il n'est pas vraiment étonnant que n'importe quelle expérience humaine, y compris l'expérience spirituelle, soit toujours accompagnée d'activité cérébrale. Si l'on me mettait des électrodes pendant que je prie ou pendant que je loue Dieu, et que l'on découvrait des variations dans l'activité de mon cerveau, je n'en serais pas surpris. Je crois que l'expérience spirituelle est réelle, et par conséquent, on devrait pouvoir l'observer et la mesurer en termes d'activité physique cérébrale. Mais il me semble que c'est une erreur d'observer cette activité spirituelle et d'en conclure que l'expérience spirituelle n'est rien d'autre que cela. Au nom de la science, les gens vont réduire un comportement humain complexe à une activité qui peut être testée et mesurée. Et c'est ainsi qu'ils vont réduire l'expérience religieuse complexe à des courbes sur un écran. Ce réductionnisme méthodologique rend la tâche plus facile au travail scientifique.
Ainsi, l'expérience spirituelle est associée à une corrélation neuronale. Mais cela ne veut pas dire que l'expérience religieuse se réduit à une corrélation neuronale. Elle pourrait dépasser ce que la méthode scientifique a identifié. Quoi qu'il en soit, tous les neuroscientifiques savent combien notre biologie détermine notre comportement. Pendant des siècles, certains philosophes ont affirmé que nous n'étions que des machines sophistiquées. Bill Newsom est chercheur en neurobiologie à l'université de Stanford. Il n'est pas de cet avis. J'aurais vraiment du mal à réduire à la pure biochimie tout ce qui concourt à la dignité humaine. Le mot « pur » me déplaît. D'une certaine façon, on pourrait dire que la caméra dans laquelle je regarde en ce moment n'est que pur métal, verre et plastique. Et ce serait vrai, sauf qu'on passerait à côté d'autres choses essentielles. Le secret de la caméra ne réside pas dans les matériaux qui la composent. C'est la façon dont elle est organisée, sa finalité, ses prises de vue lorsqu'elle est utilisée. Une caméra est bien plus que les simples bouts de métal qui la constituent. Ainsi, vous pourriez dire que d'une certaine façon, le cerveau et notre comportement ne sont que pure biochimie, parce que le cerveau est entièrement composé de molécules biochimiques. Mais en le faisant, vous commettriez la même erreur qu'en disant que la caméra n'est que pur verre, plastique et métal. Cette affirmation est correcte, mais elle est réductrice. Elle ne capte pas la richesse, la réalité ou les degrés de compréhension que nous souhaitons obtenir de la caméra. Et elle ne capte pas le degré de compréhension que nous souhaitons avoir sur le cerveau et notamment sur le comportement. Pourtant, l'auteur de vos propres pensées demeure insaisissable pour la science. Êtes-vous celui qui est aux commandes de votre propre vie? Ou êtes-vous entièrement déterminé par votre cerveau? À ceux qui disent que le cerveau dirige tout et détermine l'ensemble de notre comportement, je dirais, qu'en est-il de nos comportements qui provoquent des changements à l'intérieur de notre cerveau, du haut vers le bas, et non pas l'inverse? Un bon exemple serait celui de l'éducation. Nous passons beaucoup de temps et d'énergie à former notre cerveau et à mettre nos enfants dans des cadres de vie où leur cerveau changera. Les activités dans lesquelles je m'engage consciemment semblent avoir des effets sur le cerveau physique. Ainsi, les conducteurs de taxi possèdent une partie du cerveau légèrement plus grosse que la majorité des autres êtres humains, en raison de leur capacité à se rappeler et à développer leur cerveau pour la mémorisation des rues et des itinéraires. Il existe donc un lien très étroit entre l'intelligence et le cerveau. Ils sont distincts mais liés. Les neurosciences nous ont appris que nos cerveaux changent en fonction de nos différentes expériences. Tout ce que nous apprenons, toute expérience que nous vivons s'incorpore dans la structure du cerveau. Et même si au départ nous avions des cerveaux identiques, ils seraient donc très différents par la suite. Et bien que je sois convaincu qu'il y a de réelles différences dans la façon dont nos connexions neuronales sont établies, ces différences ont des impacts concrets sur ce que chacun d'entre nous peut et va accomplir. Nous bénéficions en fait d'une grande marge de manœuvre. Nous pouvons changer et accomplir des choses qui ne sont pas prédéterminées par le cerveau. Par conséquent, nos pensées, nos comportements, les activités auxquelles nous participons, bref, tout cela va affecter le développement de notre cerveau. Mais si le cerveau est bien malléable, la science ne peut toujours pas localiser la salle de contrôle de nos actions. On a toujours pensé que notre conscience était plus que le cerveau. Cette idée donne un sens et un but à notre vie. Mais le comportement pourrait-il avoir des racines purement biologiques? Et s'il n'y avait pas de contrôleur interne, pas d'âme humaine? Voici donc le défi qui nous est lancé. Si nous ne sommes pas emballés par l'idée d'un être humain qui ne serait qu'une machine, et si nous reconnaissons qu'il existe une entité, telle que la conscience ou l'âme, définissant la personne, alors où et comment pouvons-nous la situer dans le corps? D'après moi, il serait plus approprié et sensé de dire que l'âme ou la conscience émerge en fait de la complexité du cerveau humain.
Les scientifiques commencent tout juste à être capables d'étudier les systèmes complexes dans leur totalité. La science a toujours eu pour technique de diviser pour mieux comprendre, de fragmenter pour décoder les petits morceaux. Bien entendu, nous avons appris énormément en utilisant cette technique, mais il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent et que l'on ne peut appréhender à moins de prendre les systèmes dans leur ensemble. On commence à peine à considérer la personne dans sa globalité. Le concept de l'émergence est l'élément clé utilisé par la science aujourd'hui pour étudier l'être humain dans sa totalité. En effet, la science nous dit que certaines formes de vie s'auto-assemblent en interaction avec leur environnement. Et au cours de ce processus, des phénomènes qui n'avaient pas été biologiquement prévus émergent. Dans notre cas, le cerveau a évolué au cours d'un long processus de développement, et ce qui a émergé est quelque chose qui est plus que le cerveau. Et ce quelque chose serait l'esprit humain. L'un de mes exemples préférés est l'évolution des organismes complexes à partir d'organismes unicellulaires dans l'histoire de la vie sur Terre. À un moment donné, il ne s'agissait que de molécules, uniquement des molécules et des cellules autoréplicantes. Les organismes autoréplicants n'existaient pas, mais par la suite, ils sont apparus. Et lorsque de nouveaux organismes apparaissent, ils sont accompagnés de phénomènes entièrement nouveaux. En effet, un organisme a besoin de se procurer de la nourriture, de l'énergie et d'éliminer ses déchets. Les organismes se font concurrence pour acquérir des ressources. Ils ont des relations de prédateurs à proie. Ce n'est qu'un exemple, mais je pense qu'on en trouve bien d'autres dans toutes les branches de la science. Vous pouvez observer le même phénomène dans les atomes qui s'assemblent pour former des molécules dotées de propriétés nouvelles. Vous pouvez voir la même chose avec des neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses qui s'associent pour former des réseaux de neurones avec des propriétés émergentes que l'on doit considérer et observer séparément. Je pense que la nature regorge de ces phénomènes d'émergence et aujourd'hui de plus en plus de scientifiques se penchent sur ce phénomène. Pour le théologien John Polkinghorne, cela donne un visage humain à la science. Cela montre que l'être humain ne se réduit pas à un ensemble de composants. En tant qu'être humain, je suis composé d'éléments que l'on peut dénombrer, décortiquer et analyser. Par exemple, lorsque je lève le bras, le courant stimule les nerfs et mes muscles se contractent. Mais c'est moi qui décide de lever le bras. Il s'agit d'un tout, toute ma personne entre en jeu. Je n'ai pas besoin que la science me le dise. Et pourtant, je pense que si la science commence à comprendre, même de loin, comment cela fonctionne, ce sera franchement une avancée pour la science. Et en fin de compte, je pense que la relation entre la science et la foi en tirerait un grand profit. En effet, la religion a toujours affirmé qu'il faut considérer les individus dans leur globalité et non pas comme des amas de quarks et de gluons. Cependant, la science remet en question notre identité en tant que personne humaine. La technologie génétique nous transporte à l'orée d'une nouvelle ère. Elle nous offre la perspective de perfectionner, voire même de reproduire l'être humain. Le clonage humain est actuellement interdit dans la plupart des pays, mais de nombreux scientifiques pensent que tôt ou tard, des pays autoriseront le clonage humain. Le clonage nous donne le statut de créateur, à nous, êtres humains, sculptant l'ADN comme de l'argile et devenant capable de former la vie à notre image. Mais serions-nous vraiment identiques à notre clone génétique? John Bryant est chercheur en biologie moléculaire. Il enseigne la bioéthique. Un scientifique du nom de Dick Seed à Chicago disait qu'il souhaitait se cloner pour devenir immortel, comme s'il allait lui-même revenir à la vie. Et je me suis dit, quelle idée ridicule. Une autre dame voulait cloner son père pour qu'elle puisse le tenir dans ses bras. Je le répète, c'est ridicule, ça ne sera jamais son père. John Bryant dit qu'un clone serait différent de l'original car nous ne sommes pas uniquement notre ADN. Notre identité émane aussi de nos relations avec notre environnement et les autres. Alors, en tant que croyant, quel est le verdict final de Bryant sur le clonage humain? Comment considère-t-il un clone? Comme un robot sans âme? Par souci de préserver l'individualité humaine et par respect de ce que je suis, personnellement, je m'opposerai au clonage humain. Et pourtant, je pense que si un clone humain devait naître, il ou elle serait un être spirituel, parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés. Une personne n'est donc pas identique à sa copie génétique. Elle n'est pas uniquement de la matière qui peut être reproduite. Mais
L'existence d'une dimension spirituelle est-elle envisageable face à nos découvertes sur l'ADN? L'être humain est-il davantage que ses gènes? Alors, qu'en est-il de l'expérience de la liberté humaine, de l'expérience métaphysique ou de l'expérience religieuse, de la réflexion sur soi, sur son identité et même sur la mort? Pour moi, ce sont des choses qui démontrent la complexité de l'être humain et la complexité du cerveau humain. Cela signifie qu'il y a des questions qui ne peuvent être entièrement résolues en dehors d'une référence à un contexte plus large. Et ce contexte, c'est ma relation à Dieu. Mais l'athéisme conteste fermement cette position. Pour de nombreux scientifiques, la biologie fournit une explication suffisante pour notre sens moral et nos valeurs humaines. John Bryant n'est pas du même avis. Notre capacité créative va bien au-delà de la créativité des autres vertébrés. Vous savez, certains oiseaux sont capables d'utiliser des outils. Des singes sont capables de se servir de miroirs pour voir ce qui se trouve derrière un objet. Mais ces animaux n'ont pas encore conquis la planète. Ils n'ont pas réussi à s'adapter à n'importe quelle forme d'habitat. Ils n'ont pas exploité, ou comme nous l'avons fait, surexploité les ressources à leur disposition. Ainsi, on peut parler d'une différence faramineuse entre nos cousins les plus proches et nous-mêmes. Les caractéristiques exclusivement humaines ne se limitent pas à l'organisation d'une société ou à l'accomplissement d'une tâche pratique. Ce qui est unique chez les êtres humains, c'est le temps et les efforts qu'ils sont capables de consacrer à des choses totalement inutiles et futiles. Ils dessinent, créent de la beauté et contribuent à l'organisation de la société bien au-delà des besoins primaires. John Bryant évoque également une autre faculté exclusive humaine qui, d'après lui, ne peut être expliquée par la théorie du gène égoïste. C'est la capacité à construire un raisonnement moral qui va bien au-delà de l'altruisme que l'on peut observer chez les animaux. Oui, les animaux manifestent de l'altruisme. Ils s'observent mutuellement, principalement pour assurer la protection de leur progéniture, pour veiller à la survie de leur capital génétique. Et quoi qu'en dise Richard Dawkins, le désintéressement présent chez un bon nombre d'êtres humains, la vertu de l'altruisme pur dépasse complètement l'altruisme génétique. Je pense que la capacité à construire un raisonnement moral et à distinguer le bien du mal nous différencie clairement, en matière de comportement, de nos plus proches voisins, tels que les chimpanzés ou les autres grands singes. Prenez un Oscar Schindler, qui était prêt à risquer sa vie pour sauver de l'Holocauste des milliers de personnes qu'il ne connaissait même pas. On admire ce geste, on le place même au rang le plus élevé de la noblesse humaine. Mais d'où cela provient-il? Peut-on vraiment l'expliquer sur le plan scientifique? Deux possibilités s'offrent à nous. Soit quelque chose a dérapé au cours de l'évolution, il s'agit alors d'un mauvais fonctionnement de l'évolution, nous nous sommes laissés séduire par l'idée d'aider tout le monde plutôt que de nous concentrer sur une poignée de personnes. Soit c'est normal, et cela fait partie de notre humanité, même s'il semble que cela échappe à toute explication en termes purement naturels. Je trouve qu'il s'agit d'un argument valable. Ainsi, pour Francis Collins, notre compréhension du bien et du mal, autrement dit l'éthique, ne peut être expliquée par l'évolution seule. Si la loi morale est uniquement une conséquence de l'évolution, cela signifie que le bien et le mal ne sont qu'illusions, que le concept même du bien et du mal est une supercherie dont nous serions victimes. Si tel est le cas, alors pourquoi de fervents athées emploient encore les termes bien et mal ? Pourquoi se permet-il de critiquer la religion et d'en parler comme un mal, comme le font certains, si le bien et le mal n'existent pas ? Vous savez, je trouve très intéressant que tout au long de son premier ouvrage, Le gène égoïste, Richard Dawkins s'évertue à communiquer le message déprimant que les êtres humains ne sont que des machines qui permettent aux gènes de survivre. Seuls les gènes comptent et vous et moi ne sommes que leurs véhicules.
À la toute dernière page de son livre, Dawkins écrit « Nous sommes les seuls sur Terre à pouvoir nous rebeller contre la tyrannie des réplicateurs égoïstes. » Et il veut certainement dire qu'il s'agit là de notre devoir. D'où vient cette idée? Ici, le discours de Richard Dawkins n'est pas celui d'un biologiste arrogant spécialiste de l'évolution, mais d'une personne qui assume ses responsabilités. À mon avis, il ne faut pas perdre de vue cette dimension de notre personnalité. Ainsi, loin d'éloigner la croyance religieuse, l'observation de l'être humain nous y ramène, semble-t-il, par notre capacité à faire des choix éthiques. Nous sommes des créatures dotées de la capacité de choix et d'une responsabilité morale, et il s'agit là tout simplement d'une expérience humaine fondamentale. C'est la base de l'identité humaine. Bien entendu, je connais des philosophes qui réfutent cette idée. Pourtant, personne, sauf pour les besoins d'études scientifiques, ne se comporte comme une machine. Vous n'avez qu'à jeter un verre d'eau à la figure d'un philosophe réductionniste pour en avoir la preuve. Vous pouvez défendre l'idée selon laquelle nous n'avons en fait ni choix ni maîtrise sur nos actions. Autrement dit, que tout n'est que mouvement d'atomes dans le cerveau. Je n'y crois pas. Je pense que tous nos choix sont basés sur des mécanismes cérébraux. Si mon cerveau ne fonctionnait pas, je ne serais même pas ici. Je ne serais même pas capable de choisir. Par conséquent, ces mécanismes sont indispensables pour me permettre de faire des choix, même si ces choix sont limités. Par exemple, je ne peux pas choisir de jouer au golf ou au basketball comme un professionnel. Je suis limité dans mes choix par la biologie de mon corps et la biologie de mon cerveau. Mais il me semble que dans de nombreux domaines, nous avons la possibilité de faire de réels choix. Comment peut-on réconcilier cette idée avec la neurobiologie à un niveau mécanique? Cela demeure encore un mystère à ce jour. Nous ne connaissons pas la réponse, mais je pense qu'il s'agit d'une question primordiale que nous devrions tous, scientifiques comme non scientifiques, chercher à résoudre à l'avenir. En fin de compte, je pense que toutes ces choses ouvrent des horizons intéressants, bien qu'elles puissent susciter quelques inquiétudes. Et nous devons justement veiller à ne pas permettre à des interprétations réductionnistes de prendre le dessus. Les neurosciences ne vont pas nous révéler tout ce qu'il y a à savoir sur l'identité humaine. Elles vont nous apprendre des choses importantes, en particulier l'importance du fonctionnement de notre corps matériel. Mais il n'y a pas que cela. Nous sommes plus que de simples ordinateurs assemblés de chair et d'os. Alors que John Polkinghorne a quitté une carrière purement scientifique pour devenir pasteur, Alasdair Cowes, neurologue, poursuit son activité de recherche tout en étant ministre du culte au sein de l'Église anglicane. Pour lui, la recherche scientifique comme la recherche spirituelle sont deux chemins complémentaires qui mènent à la vérité. Pour moi, la théologie et les neurosciences produiront peu de résultats à moins qu'elles n'acceptent de communiquer entre elles. Les nouvelles idées et perspectives de la théologie peuvent intéresser la science et vice-versa. Et les grandes vérités théologiques qui mettent en avant le caractère unique des êtres humains, leur aspect divin et le fait que nous soyons les seules créatures dotées d'une éthique sont autant d'éléments que les scientifiques doivent étudier et avec lesquels ils doivent composer. Il existe différentes voies pour trouver la vérité. Vous pouvez prendre la Bible ou la nature et vous trouverez la vérité dans les deux. Il faut faire attention à la question que vous posez et aux outils qui vous permettront d'y répondre. Mais les êtres humains mûrs, me semble-t-il, doivent être capables ni de rejeter, ni de négliger l'une ou l'autre approche en disant « ce n'est pas approprié » ou bien « c'est dangereux ». Vous perdriez la richesse de l'expérience humaine qui nous est offerte pendant le court laps de temps dont nous disposons sur cette planète merveilleuse, temps au cours duquel vous avez l'occasion de chercher la vérité dans toutes les directions. En ce qui me concerne personnellement, cette prise de conscience que mon corps, mon cerveau, ma faculté de penser et mon âme ne font qu'un, a été une découverte extraordinaire. En fait, c'est logique. Je ne suis pas un être spirituel désincarné qui est à l'étroit dans un corps. Je suis un être interdépendant. Qu'est-ce que cela implique pour un scientifique d'avoir la foi? Je pense que ma foi détermine mes valeurs et ce que je souhaite accomplir plus que tout sur cette terre. Je me considère comme un scientifique comme les autres, mais je suis plus qu'un scientifique. En fin de compte, je suis une personne qui a atterri dans ce monde avec une faculté de penser, issue du processus d'évolution des espèces et du processus de gestation et de développement de mon propre corps et de mon propre système nerveux.
Et il faudrait que je comprenne comment j'arrive à faire certains choix. Sur quoi se basent mes choix? Pour moi, ceci revient en fait à m'interroger sur la nature de l'univers dans lequel nous vivons. Et si c'est Dieu qui a mis en nous la capacité d'espérer, de désirer, et que c'est le processus d'évolution qui a inscrit ses souhaits et ses espoirs dans notre système nerveux pour répondre à l'objectif de l'auteur divin, à savoir l'existence de créatures comme nous. Ainsi le corps, le monde et l'univers dans lesquels nous vivons continuent de susciter de nouvelles questions existentielles. La science et la foi en Dieu répondent toutes deux à notre soif d'explorer et de comprendre. Dans un monde en mouvement constant, gorgé d'incertitudes, il est important de prendre en compte ces deux perspectives.